Et je vais vous entraîner un peu dans le « Il était une fois », mais je crois que ce n'est pas inutile, parce que je crois à l'importance de l'histoire, à l'importance de ce que Dominique Fiard appelait tout à l'heure le socle historique, pour éviter, et Christine Thomas, ou non, c'est Madame Gauthier qui faisait allusion ce matin, pour éviter les ruptures, et en particulier les ruptures avec une certaine filiation, avec un certain nombre de choses qui nous ont été transmises par nos aînés et auxquels nous avons essayé d'apporter les uns et les autres des compléments. Donc je vais être plus, encore une fois, un témoin historique et dans le « Il était une fois » que dans le temps présent. Et mon autre décalage, c'est que je n'ai été... mon parcours personnel en pays autistique, pour reprendre la très jolie formule de mon ami Jacques Constant, n'a concerné que de manière marginale le sujet de ce colloque, c'est-à-dire la prise en charge des adultes autistes lourdement déficitaires. Et on a eu raison, je crois, et c'est Charles tout à l'heure qui montrait qu'on a peut-être un peu négligé à la fois leur importance numérique et l'importance des souffrances psychiques qu'ils ont au profit d'une certaine fascination, il faut bien le dire, pour le syndrome d'Asperger. Moi, personnellement, je me suis plutôt occupé d'enfants, d'adolescents et de jeunes adultes qui étaient atteints à des degrés divers par des troubles du spectre autistique, comme on dit maintenant, et qui présentaient pour la plupart un déficit intellectuel, mais un déficit intellectuel seulement moyen, et pas grave comme ceux qu'on a pu voir, par exemple, sur le diaporama d'entrée. Et en tête, nous avions, enfin mon équipe et moi, deux impératifs. D'abord, faire un dépistage aussi précoce que possible, et puis apporter à ces sujets des soins intensifs, mais au long cours, dans une continuité, en évitant les ruptures, ces ruptures dont parlait Madame Gauthier tout à l'heure, qui sont souvent désastreuses, il faut bien le dire, au moment de ces grands passages que sont le passage de la petite enfance à l'âge de l'école maternelle primaire et le passage de la puberté et enfin le passage de l'adolescence. Donc nous avons essayé d'avoir une équipe de soins continus qui prendrait en charge les enfants depuis leur très jeune âge jusqu'à, disons, 25-30 ans, avec la même équipe, et le souci de toujours associer aux soins psychiques, proprement dit, l'éducation, l'insertion sociale et scolaire et le travail avec les parents. Ça aboutit à la mise en place d'une institution qui a eu la chance de disposer d'une équipe particulièrement stable et compétente et qui a pu développer dans la banlieue de Lyon, à Villeurbanne, une expérience prolongée, en ce qui me concerne pendant 35 ans, avec un certain nombre d'enseignements qui peuvent peut-être permettre de vous donner au moins quelques idées à vous qui, pour la majorité, travaillez dans un contexte différent, avec des sujets qui n'ont pas toujours les potentialités évolutives que j'ai eu la chance de rencontrer. Donc, je vous demande instamment de ne pas considérer ce que je vais vous présenter comme un modèle, encore moins comme un protocole, ou encore, ce qui serait pire, comme une méthode, mais simplement comme une expérience particulière, en espérant que, par association, en somme, cette expérience vous donnera quelques idées qui seront applicables dans votre propre domaine et dans votre propre pratique, qui sont souvent très différentes. Alors, pour aller un peu vite, les débuts de cette expérience, donc, qui s'est constituée à la fin des années 60, se sont développés dans le cadre d'une expérience qu'on avait mis en place avec quelques amis, des jeunes psychiatres, des jeunes psychologues, auxquels se sont joints par la suite des travailleurs sociaux, des éducateurs, des orthophonistes et des psychomotriciens. Une expérience qui avait un peu comme principe, on appelait ça à l'époque la psychiatrie communautaire, qui cherchait à éviter ou à raccourcir le plus possible le recours aux institutions spécialisées, que ce soit des institutions sanitaires comme l'hôpital ou même l'hôpital de jour, ou des institutions médico-sociales, essentiellement à l'époque les IME, et qui essayaient d'apporter des soins aux enfants, aux adolescents et aux adultes dans leur milieu naturel, avec une aide dans ce milieu
ouverte sur tous les autres agents du milieu, les écoles, les centres sociaux, et qui collaboraient donc avec ce milieu social et évidemment surtout avec les familles. Le travail se faisait donc surtout à la fois sur le patient lui-même et puis sur sa relation au milieu, avec toujours cette perspective de socialisation. C'est dans ce cadre qu'est apparu un jour, peut-être un peu par hasard, le premier autiste que j'ai rencontré, dont j'ai raconté ailleurs assez longuement l'histoire, et je vous en ferai grâce ici, parce que le temps presse et puis ce serait un peu répétitif, et qu'autour de ce garçon, pour lequel on ne trouvait aucune solution, avec une famille qui était épuisée, il avait 6 ans, il n'avait jamais été dépisté, à cette époque on dépistait assez tard, une famille épuisée, on avait mis en place une espèce de bricolage qui consistait en une prise en charge individuelle ambulatoire quotidienne avec une jeune infirmière qui arrivait d'ailleurs, une orthophoniste, et avec un travail important avec les parents que je rencontrais chez eux une fois par semaine, un travail auquel s'est très rapidement ajouté une intégration scolaire dans ce qu'on appelait à l'époque les classes de perfectionnement. Et autour de ce premier cas, qui était en quelque sorte notre patient fondateur, s'est développé progressivement un dispositif ambulatoire qui a continué donc à fonctionner au sein de l'ensemble dont je vous parlais tout à l'heure, ce qui fait, et ça m'a toujours paru important, même si ce n'est pas toujours réalisable, que chacune des personnes qui travaillaient à quelque titre que ce soit dans le dispositif que je vais très brièvement vous décrire, chacune de ces personnes, même si certaines se spécialisaient plus particulièrement vers les enfants ou les adolescents autistes, avaient aussi la possibilité d'avoir un travail autre avec d'autres types de patients dans un autre cadre. Et ça me paraissait important que, pour l'hygiène mentale, j'allais dire, de ces travailleurs, qui ne soient pas uniquement à plein temps consacrés au travail avec les autistes, mais qui puissent aussi travailler avec d'autres types de pathologies. Alors le dispositif proprement dit, j'ai l'habitude, quand je le décris, vous vous doutez que ce n'est pas la première fois, et que je commence un peu à radoter, à mon âge c'est excusable, ce dispositif, j'ai l'habitude de le décrire, mais c'est simplement pour remplacer PowerPoint, dont je n'ai pas un maniement très facile, sous la forme d'un tabouret. Alors essayez de vous représenter un tabouret. Un tabouret, ça a 4 pieds, et ça a 4 pieds qui sont unis généralement, si on veut que le tabouret soit solide, par des croisillons. J'insiste beaucoup sur les croisillons qui sont dessus. Les 4 pieds. Alors le premier pied, qui a toujours subsisté et qui venait un peu de l'expérience initiale qu'on avait eue avec notre héros fondateur, notre premier patient. Le premier pied, c'était le référent individuel, c'est-à-dire que chacun des enfants, plus tard des adolescents, qui étaient pris dans notre dispositif, disposait d'un référent individuel, c'est-à-dire d'une personne, soit psychologue, soit éducateur ou éducatrice, soit infirmière, quelquefois orthophoniste, qui le rencontrait 3 ou 4 fois par semaine, pendant des temps variables, généralement 1 heure, pour faire un peu le point avec lui de là où il en était et de ce qui se passait pour lui, autour de lui, à la fois dans sa famille, dans les différentes structures sociales qu'il pouvait rencontrer, à l'école, quand il était intégré à l'école. On peut appeler ça une psychothérapie. Nous, on préférait parler de soins psychiques ou de mise en histoire de ce qui se passait entre ce sujet et son environnement, et aussi entre ce sujet et la personne référente. Donc, ce référent individuel, le premier pied de mon tabouret. Ce référent individuel avait aussi pour mission de rentrer en contact avec tous les autres interlocuteurs de l'enfant ou de l'adolescent et de rassembler un petit peu des informations autour de lui et garder un lien toujours très privilégié avec la famille de cet enfant ou de cet adolescent. Le deuxième pied, c'était le pied, appelons-le, de la rééducation. Cette rééducation était souvent axée sur le langage, puisque j'ai eu la chance de travailler surtout avec des enfants et des adolescents qui, sans disposer toujours d'un langage extrêmement développé, avaient au moins des embryons de langage à visée de communication. C'était donc très souvent une orthophoniste,
Pour des enfants plus petits, c'était souvent aussi une psychomotricienne qui travaillait davantage au niveau du corps. C'est le deuxième pied, dans une optique quand même plus rééducative, pour lui apporter quelque chose de l'extérieur. Le troisième pied de mon tabouret, ce furent très rapidement, alors ce n'était pas le cas du premier enfant puisqu'il était seul, mais ce furent très rapidement des groupes. Et très rapidement, et j'insiste beaucoup là-dessus parce que ça tend peut-être à disparaître aujourd'hui de certaines formes de prise en charge, sur l'intérêt du groupe et du travail en groupe pour les personnes autistes. Alors ces groupes étaient de trois types, on pourrait dire. Il y avait un premier type qui était ce qu'on appelle aujourd'hui, et Maria Baghdadi a beaucoup travaillé là-dessus, les groupes d'habileté sociale. On n'avait pas le mot à l'époque, on ne les appelait pas encore comme ça, mais c'était des groupes qui avaient une visée éducative et qui étaient beaucoup centrés sur l'acquisition d'habileté sociale, le mot le dit bien, la capacité à entrer en contact les uns avec les autres, la capacité aussi d'utiliser les différentes structures de la ville progressivement, de prendre le métro ou l'autobus, de pouvoir aller faire des courses chez un commerçant du quartier pour peut-être préparer un repas en commun, enfin, différentes choses qui sont extrêmement utiles dans la vie sociale. Dans ces groupes, on a toujours beaucoup utilisé les jeux de rôle, quelquefois et très souvent d'ailleurs des jeux de rôle filmés pour ensuite reprendre avec les sujets ces vidéos et essayer de corriger certaines anomalies de comportement, de les corriger en groupe. Il est très frappant de voir comment on peut utiliser quelquefois les capacités des plus compétents pour aider les moins compétents. Je fais une petite parenthèse. Par un hasard tout à fait extraordinaire, pour le week-end de Pâques, ma femme et moi avions décidé de faire ce qu'on fait très habituellement d'ailleurs, un petit séjour à Sanary, qui est un endroit qu'on aime bien. Et puis il s'est trouvé que tous les hôtels de Sanary étaient pleins. Et sur Internet, j'ai cherché un hôtel. Et je suis allé dans un hôtel à la Seine-sur-Mer que je ne connaissais absolument pas. Et en entrant dans cet hôtel, j'ai découvert, ce n'était pas du tout marqué sur le site Internet, qu'il s'agissait enfin d'un ESAT pour personnes autistes. Peut-être certains d'entre vous connaissent d'ailleurs cet établissement de la Seine-sur-Mer qui fonctionne de façon remarquable, il y a un accueil tout à fait extraordinaire. Et j'ai été frappé de voir comment on utilisait justement ce que je viens de dire, comment les plus compétents aider les moins compétents. Il y avait par exemple une jeune fille qui avait été chargée de plier les serviettes, mais qui visiblement avait développé autour de ça une stéréotypie et qui se mettait à plier incessamment des serviettes. Elle avait une pile à peu près comme ça, mais jusqu'à ce qu'une de ses collègues, qui était visiblement elle aussi autiste, mais peut-être un petit peu moins autiste, est venue lui expliquer que ça suffisait comme ça, qu'il y avait assez de serviettes et que maintenant elle pouvait faire autre chose. Et j'ai retrouvé là ce que nous avions utilisé beaucoup dans nos groupes d'IDAF, qu'on n'appelait pas encore d'habileté sociale, c'est-à-dire cette possibilité d'utiliser les compétences des uns pour critiquer, et en particulier on le faisait beaucoup avec la vidéo, les difficultés des autres et ses propres difficultés. Les deuxièmes types de groupes que nous avons développés étaient des groupes à visée de socialisation extérieure, c'est-à-dire accompagnés par des éducateurs ou des infirmiers. Les enfants puis les adolescents fréquentaient les différentes structures du quartier, les centres sociaux, les lieux de sport, etc., avec la participation évidemment d'éducateurs professionnels, professeurs de piscine, professeurs de gymnastique, on a beaucoup fait d'escalade aussi, enfin donc des groupes avisés, allant vers l'extérieur pour rencontrer une population normale. Ça nous semblait très important. Et puis troisième groupe, c'était des groupes que nous avons appelés de parole et que nous avons fait même avec des enfants qui ne parlaient pas encore. Et je voudrais insister sur cette chose, que je crois les groupes de parole avec des enfants sans parole sont possibles, et peut-être aussi avec des adultes sans parole, et qui consistaient à mettre autour de la table plusieurs personnes, avec généralement 3 ou 4 intervenants, pendant un temps assez limité de 3/4 d'heure, et à essayer de faciliter entre eux des échanges pour aboutir à un moment où on essayait de raconter ensemble
avec tous les moyens de communication qu'on avait. Ça pouvait être des objets, ça pouvait être des dessins, ça pouvait être des gestes aussi, et quelquefois c'était des gestes qui n'étaient pas toujours très faciles à contrôler. Il fallait donc qu'il y ait quand même un certain respect, un maintien du cadre qu'assuraient les professionnels, quelque chose de l'ordre d'une histoire du groupe, de ce qui s'était passé dans le groupe pendant la durée du groupe. Il y a un quatrième, j'en ai annoncé 3, mais il y en a 4, il y a un quatrième type de groupe que nous avons mis en place aussi, qui était des camps, et qui permettait à ce moment-là au personnel d'encadrement de vivre pendant 3 jours, 4 jours, 5 jours, avec les enfants ou les adolescents, des expériences qui mettaient plus en jeu les choses de la vie ordinaire, le sommeil, le coucher, etc., les repas, etc. De plus en plus, ce qui s'est développé là-dedans, c'est ce que j'appellerais une fonction narrative, mais j'y reviendrai un tout petit peu dans un instant. Donc c'était mon 3e pied. Et j'arrive au 4e pied de mon tabouret, qui est le pied familial, c'est-à-dire que chaque famille bénéficiait à la fois d'un nombreux contacts avec chacun des intervenants et avec les gens qui faisaient les groupes. Et nous avons beaucoup utilisé là aussi les vidéos pour essayer de montrer aux familles ce qui se passait dans ces groupes. J'ai vécu, ça n'existe plus beaucoup aujourd'hui, à une période où régnait un tout petit peu l'idéologie du secret et de l'espace particulier à l'enfant dans lequel la famille ne doit pas pénétrer et dont elle ne doit pas connaître grand-chose. Nous avons pris personnellement une position un peu antagoniste par rapport à ça, et nous avons toujours beaucoup insisté pour que les familles soient très informées de ce qui se passait avec nous, et là nous avons beaucoup utilisé la vidéo. Ça ne veut pas dire qu'on montrait tout, ça veut dire simplement qu'on montrait certains aspects qui permettaient aux familles de se faire une représentation de ce qu'était le travail avec nous. Ça c'est donc le travail avec des groupes de parents qui se rencontraient par ailleurs régulièrement pour discuter entre eux. Nous avons fait aussi des rencontres sous la forme de journées pour essayer de maintenir entre les parents et nous une espèce d'atmosphère collective. Je n'ose pas employer le mot institutionnel parce que vous savez qu'il n'est pas recommandé ni consensuel. Enfin, quelque chose de collectif, un ensemble entre eux et nous. Alors, ce dispositif que je vous décris très, très brièvement a toujours eu l'ambition de rester partiel, c'est-à-dire de ne pas représenter une prise en charge totalitaire de l'enfant ou de l'adolescent pour éviter ce que j'appellerais la contagion de l'autisme. Je voudrais beaucoup insister là-dessus, sur le fait qu'il me semble que l'autisme est un phénomène contagieux. Bien sûr, ça ne s'attrape pas comme la grippe, mais simplement les personnes autistes, je pense, enfin en tout cas c'est mon hypothèse de travail, ont un peu tendance à diffuser autour d'elles, il me reste 15 minutes, c'est ça, c'est pas beaucoup, mais enfin je vais essayer d'aller plus vite, ont tendance à diffuser autour d'elles, vous me carottez de beaucoup de ce que vous m'aviez dit, mais enfin, diffuser autour d'elles une atmosphère d'exclusivité, de fermeture, contre laquelle nous avons cherché à lutter en maintenant toujours des rapports avec un extérieur. Alors cet extérieur, je vais très très vite, ça a été la société en général, et évidemment pour les enfants, l'école. Chacun de ces enfants a toujours bénéficié d'une scolarité plus ou moins importante, quelquefois à temps partiel, quelquefois à temps complet, très souvent à temps complet, soit pour une toute petite minorité d'entre eux dans des classes ordinaires, soit au début dans ce qu'on appelait encore les classes de perfectionnement, et rapidement dans des classes spécialisées, généralement d'un effectif de 5 ou 6, que nous avons pu faire créer par l'Éducation nationale dès les années 1980. On parle beaucoup aujourd'hui d'insertion scolaire. Il faut quand même faire remarquer que c'est une chose qui, dans un certain nombre d'équipes, s'est développée depuis très longtemps. Et là où nous sommes arrivés assez vite à faire créer 8 classes à Villeurbanne par l'Éducation nationale, 2 maternelles, 2 primaires, 2 au collège et
dans 7 classes et une dans un lycée professionnel pour les plus grands, des classes qui ont fonctionné à l'intérieur des établissements et en lien avec des établissements ordinaires, les enfants participant à toutes les activités de l'école et pouvant aller dans les classes ordinaires pour un certain nombre d'activités. Alors je disais, il y a des croisillons, parce que dans ce système, nous avons toujours maintenu une espèce d'articulation entre ces 4 pieds sous la forme de rencontres très, très importantes. Pour les plus grands, parmi les contacts avec l'extérieur, rapidement se sont développés aussi des stages d'abord dans les ESAT, mais aussi chez des artisans ou dans des petites entreprises pour sensibiliser les enfants ou les adolescents au travail. Alors tout ça a abouti au fait qu'aujourd'hui, la plus grande partie de ces enfants et de ces adolescents, enfin ceux qui sont grands aujourd'hui, qui sont des adultes, sont intégrés généralement dans des ESAT. Pour ce qui est de leur vie personnelle, vivent soit pour la majorité encore dans leur famille. On a eu un projet à un moment, une espèce de réseau d'appartements, mais qui n'a pas pu être financé, soit dans des femmes, donc foyers d'accueil médicalisés, et on gardait quand même, à l'initiative d'une psychologue, Annette André, qui a joué un grand rôle dans leur histoire et qui a pris sa retraite, à son initiative, ils ont gardé entre eux des contacts sous la forme de ce qui ressemble un tout petit peu à ce qui existe maintenant en psychiatrie générale sous le nom de GEM, de groupe d'entraide mutuelle, c'est-à-dire qui savent qu'il y a un moment, dans le cadre de l'association Sésame Autisme à Lyon, il y a un moment où cette psychologue, jusqu'à ces derniers temps, maintenant elle s'est retirée parce qu'elle prend de l'âge, elle aussi, mais il y a quelqu'un en tout cas qui est là, et ils peuvent venir et se rencontrer et continuer à partir de ce groupe, soit mettre en place des activités qu'ils font ensemble, comme aller au cinéma, sortir, soit simplement se raconter les uns aux autres ce qui s'est passé depuis la dernière fois où ils se sont vus. Et ils appellent ça, d'ailleurs, l'un d'entre eux a appelé ça la sécurité. Je crois que ce mot est assez parlant par lui. Alors à partir de toute cette expérience, évidemment, on a tiré un certain nombre d'idées générales que je vais résumer très vite parce qu'il ne me reste plus beaucoup de temps. La première idée, c'est de s'interroger et de s'intéresser sur l'intentionnalité qui peut bien sous-tendre un comportement de type autistique. Alors quand je dis intentionnalité, je ne veux pas dire que l'autiste fait exprès, bien sûr, d'être autiste et que son comportement est volontairement autistique. Je reprends le terme qui a été beaucoup développé dans la philosophie de l'esprit américaine, en particulier par un auteur qui s'appelle Searle, mais qui vient d'un philosophe déjà ancien, dont Freud et Husserl, l'un et l'autre, ont suivi les cours de philosophie, et qui s'appelait Franz Brentano. Et ce que Brentano appelait l'intentionnalité, c'est le contenu de conscience, c'est ce qu'on pourrait appeler la visée de l'esprit, ou la fonction que prend dans l'ensemble du fonctionnement mental telle ou telle idée ou tel comportement. On peut appeler ça le sens aussi, si vous voulez. Un réflexe, c'est quelque chose qui n'a pas d'intentionnalité. Quand un médecin vous tapez, parce qu'ils ne font plus beaucoup ça maintenant, mais vous tapez autrefois sur votre tendon rotulien et que ça entraînait une contraction du quadriceps et que votre pied partait en l'air, ça, ce n'est pas un comportement intentionnel, c'est un comportement réflexe. Mais à partir du moment où je fais un geste, on peut penser que ce geste est un ensemble de mouvements coordonnés qui a une visée, qui a un but, qui répond à une intention. Alors il est de fait que les autistes ont tendance, dans leur pathologie, à réduire cette intentionnalité, à sombrer dans l'automatisme et à développer des stéréotypies qui finissent par ne plus avoir aucun sens. Chercher à rétablir l'intentionnalité, chercher à retrouver une fonction dans ces comportements qu'on pourrait au départ considérer comme purement réflexes, c'est peut-être quelque chose qui est important, qui est intéressant et qui permet peut-être d'aider la personne autiste petit à petit, lentement, dans la mesure de ses possibilités, à redonner de l'intentionnalité à sa vie psychique.
Je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails, mais il y a aujourd'hui un certain nombre de travaux en psychologie expérimentale du développement, dans la psychologie cognitive, qui vont un peu dans ce sens. Et en particulier, il y a toute une école à Budapest autour d'un neuropsychologue qui s'appelle György Gergely, mais on n'a pas le temps d'entrer ici dans les détails, et qui montre comment ce que nous appelons l'immuabilité, ce besoin qu'a toujours l'autiste de revenir au même et d'établir une espèce de ritualisation de l'existence, peut dans une certaine mesure s'expliquer par une espèce de défaillance dans un système que Gergely appelle, en référence à Buñuel, l'obscur objet du désir. C'est-à-dire, Gergely essaye de montrer comment, chez l'enfant normal, très vite, dans les premiers mois de la vie, l'enfant s'intéresse plus à ce qui est presque comme ce qu'il fait qu'à ce qui est tout à fait comme, alors que l'autiste reste complètement bloqué dans le tout à fait comme. Et dans cette espèce d'écart entre le presque comme et le tout à fait comme, s'inscrit quelque chose qui consiste à donner du sens au comportement d'autrui et donc à s'intéresser à l'intentionnalité. Il y a peut-être là des pistes, mais je n'ai pas le temps de rentrer encore une fois dans les détails, qui pourraient nous permettre de développer des prises en charge. Je veux dire, spontanément, quand on est en face d'un autiste, très souvent on a tendance un peu à répéter ce qu'il fait, puis on introduit une petite différence. Il tape de la main, on tape, puis on tape tout d'un coup, pas tout à fait comme de la même façon. Et dans cette petite différence qui au début le surprend, dans ces petits changements qu'on peut introduire dans un programme, par exemple, très très structuré, il y a peut-être quelque chose qui peut éveiller cette attention vers l'intentionnalité du comportement. Évidemment, cette intentionnalité que nous pouvons petit à petit prêter au comportement autistique, elle nécessite que nous utilisions un sixième sens qui aujourd'hui est très étudié par les neuropsychologues et qui semble dans une certaine mesure défaillant ou mal développé chez les personnes autistes, c'est l'empathie. Et quand je parle d'empathie, je ne parle pas, le mot aujourd'hui a pris des sens extrêmement variés, je ne parle pas bien sûr de cette espèce d'une sympathie ou d'une espèce de fusion affective un peu dégoulinante vers autrui. Quand je parle d'empathie, je parle de la capacité que nous avons tous, mais que nous pouvons développer aussi sur le plan professionnel, la capacité à changer de point de vue, c'est-à-dire à voir le monde non pas comme nous le voyons, mais comme nous pouvons supposer, dans le cadre de ce que Dominique Fiard appelait la théorie de l'esprit tout à l'heure, que nous pouvons développer, que nous pouvons supposer chez l'autre, la façon qu'il a, lui, de voir le monde. Et peut-être que chez les autistes, qui ont justement une grande difficulté à développer cette capacité empathique, si nous développons, nous, une certaine empathie vis-à-vis d'autres, peut-être que là aussi, il y a quelque chose de contagieux qui peut peut-être tout doucement faire se lézarder la cuirasse autistique, ou qui peut développer chez des enfants autistes qui ont peu d'empathie des capacités empathiques. Alors cette empathie, aujourd'hui, beaucoup d'auteurs l'étudient sous le nom d'une forme un peu nouvelle qu'on appelle l'empathie narrative. C'est-à-dire qu'il s'agit moins d'essayer de comprendre seulement ce qu'au moment présent, dans l'ici et maintenant, quelqu'un éprouve, mais aussi comment ce point de vue s'inscrit dans un certain sentiment de soi-même, comment ce point de vue permet au sujet qui l'éprouve de s'inscrire dans une espèce de récit sur soi-même. Je pense que nous avons tous à l'intérieur de nous quelque chose qu'on pourrait appeler une espèce de narrateur interne, quelqu'un qui raconte notre histoire et qui relie ce que nous éprouvons et la manière que nous avons de considérer le monde au moment présent avec la façon dont nous l'avons considéré depuis notre enfance et avec les projets que nous pouvons avoir sur notre avenir. Or, cette espèce d'inscription narrative, cette espèce de récit sur soi-même, ce que le philosophe Paul Ricoeur appelle l'identité narrative, c'est défaillant chez les autistes, c'est en difficulté. Certains autistes, ceux qui ont un langage, ont beaucoup de mémoire, nous montrent qu'ils ont, et même ceux qui n'ont pas de langage, nous montrent d'autres façons qu'ils ont souvent beaucoup de mémoire, mais il s'agit souvent d'une mémoire morcelée, de choses qui sont juxtaposées et qui ne sont pas reliées dans un récit. Alors, aider les autistes à mettre en histoire ce qu'ils éprouvent
essayer d'empathiser avec quelque chose qui donne une certaine logique narrative à tel ou tel comportement, montrer que tel ou tel comportement est en lien avec tel autre comportement qui s'est passé avant ou avec tel autre comportement d'un autre en face qui a pu être observé, ça me paraît quelque chose d'important dans la prise en charge de l'autisme. Alors évidemment, tout cela nécessite un lieu où une histoire devient possible. Pour qu'il y ait une histoire, il faut qu'il y ait, pour qu'on vive une histoire, il faut qu'on soit dans un endroit qui, en lui-même, a des sortes de potentialités narratives, a la capacité d'être mis en histoire. Et ça nécessite peut-être, sur le plan des établissements qui s'occupent d'autisme, un certain nombre de principes. Premièrement, le premier principe, c'est la différenciation des espaces. Si tout est pareil partout, il n'y a pas d'histoire possible. Si quand je vais dans tel endroit ou quand je fais telle action, je rencontre telle personne, j'obtiens toujours la même réponse et tout se passe toujours de la même façon, ce que l'autiste essaye d'induire d'ailleurs, eh bien, il y a peu de chances qu'il y ait une histoire possible. Il est important qu'il y ait un programme, il est important qu'il y ait une structure. Et je pense que l'éducation structurée, de ce point de vue, nous a beaucoup apporté, mais il est important aussi que dans cette structure ou dans ce programme, il y ait des petites défaillances, il y ait des petites irrégularités qui, à certains moments, apparaissent comme des différences sur un fond continu. Et il est important que d'un lieu à l'autre, ça ne soit pas toujours la même chose. Mais il est important aussi que d'un lieu à l'autre, entre ces différences, il y ait une articulation. C'était un peu les croisillons de mon tabouret tout à l'heure, que chaque événement, quand il survient, puisse être articulé avec un autre événement, soit en mots, soit à l'aide de pictogrammes, soit à l'aide d'aides à la communication. Et il est important, et c'est le troisième point, que tout cela puisse être mis en récit, oui, je termine, puisse être mis en histoire, d'où la nécessité d'un travail d'équipe, où des points de vue différents peuvent se confronter, se différencier, s'articuler, et où l'on se raconte continuellement les uns aux autres une histoire sur ce qu'on vit avec ceux j'appellerais globalement les clients et qu'on peut appeler les résidents, qu'on peut appeler les patients. Et cela, et ça sera mon dernier point, dans ce que j'appellerais une dimension de plaisir. Claude Allione, qui, je crois, parlera ce soir ou demain, a appelé ça très joliment la part du rêve dans les institutions, une part de plaisir, de créativité personnelle. Je crois que le plaisir de fonctionnement et la créativité de l'équipe est une des dimensions essentielles qu'on a peut-être un peu tendance à oublier quelquefois dans des recommandations qui, évidemment, se veulent très sérieuses et très professionnelles. On ne va pas vous dire aux gens qui sont payés pour se faire plaisir. Et pourtant, je crois que le plaisir de fonctionnement, la créativité de l'équipe et le plaisir dans cette créativité sont une dimension essentielle du traitement des personnes qui ont tendance structurellement à s'enfermer dans la répétition automatique, dans l'immuabilité et dans quelque chose sans plaisir. Et je voudrais rappeler, c'est ma dernière phrase, que Pierre Fédida avait très justement fait remarquer que autisme, c'est auto-érotisme, mais sans éros. Si vous mettez éros en parenthèse, ça devient l'autisme. Merci. Merci, monsieur le professeur Hockman. Je vous appelle monsieur le professeur Hockman parce que je vous ai connu, entre guillemets, toute petite. J'étais interne et j'avais déjà beaucoup de plaisir à vous écouter. Je me suis laissée aller à reformuler. J'ai préparé votre diaporama, votre PowerPoint. Donc vous pourrez avoir mon aide une prochaine fois. Nous nous associerons. Donc j'ai essayé de retrouver dans l'évocation de votre pratique un certain nombre de points de convergence avec les recommandations, parce que vous faisiez référence au fait que peut-être certaines terminologies n'étaient pas tout à fait recommandables, etc. Et alors j'ai reformulé, je me permets de reformuler le principe du tabouret et des croisillons. Alors le premier pied du tabouret, c'était de nommer un référent, et cela fait référence d'ailleurs à la notion de coordination médicale, de coordination du parcours qui est justement préconisé actuellement et qui est noté dans les recommandations. Le deuxième pied du tabouret, je crois qu'il s'agissait des rééducations, et donc là vous insistez, et je sais que vous avez été l'un des précurseurs à le faire, sur la nécessité en complément des soins de l'approche thérapeutique
d'une approche éducative, rééducative et pédagogique. Et je rappelle qu'en région lyonnaise, vous avez été un des premiers à favoriser la création de dispositifs de scolarisation en milieu ordinaire. Donc vous étiez, on peut le dire, un des précurseurs de l'approche inclusive. Le troisième pied du tabouret concerne les thérapies de groupe, et vous avez fait référence à l'entraînement des habiletés sociales, qui est une dimension qui est quand même très intéressante. Et au-delà de l'autisme, il est certes, vous avez raison, l'approche groupale est une approche qui est intéressante pour favoriser les apprentissages. Donc il est certain que pour certains enfants, une approche en individuel est importante, notamment dans les programmes de type ABA ou d'autres programmes, mais que l'approche groupale est intéressante également. Le quatrième point concerne le partenariat indispensable, évident avec les familles, mais il fallait le faire. Vous avez dit vous être opposé à un courant qui nécessitait de rester dans le secret, de maintenir dans le secret les pratiques de prise en charge. Et donc il est évident que ce qui est fait concernant un enfant doit être indiqué à sa famille. Et je crois qu'aujourd'hui on va même encore au-delà avec la question, ça a été évoqué par un certain nombre d'intervenants, c'est la formation des aidants, comme dans les maladies chroniques. Et pour les rendre acteurs de la prise en charge du membre atteint de leur famille atteint par l'autisme, et leur permettre notamment, puisqu'il a été fait référence au problème de troubles du comportement, de faire face et de prévenir, de contribuer à la prévention des troubles du comportement. Et puis, donc là, nous avons les 4 pieds du tabouret, et puis ensuite, il y a les croisillons. Et donc, les croisillons, ce sont les liens interinstitutionnels, interpersonnels, et donc là, vous soulignez la nécessité d'une approche transversale, multidisciplinaire, mais aussi interdisciplinaire, et du travail en réseau. Donc là aussi, c'est très actuel et très consensuel et très recommandé. Et puis alors ensuite, je vous ai écouté parler de l'intentionnalité. Et moi, je l'ai entendu comme renvoyant à l'approche fonctionnelle dont nous parlait Dominique Fiard ce matin. C'est-à-dire qu'un comportement, ça a une signification et ça a une fonction, et que parfois, cette fonction, elle est compliquée à percevoir et qu'il faut essayer de l'analyser, de la comprendre. Et donc, moi, je fais le lien entre ce que vous avez dit et ce qu'a dit Dominique Fiard tout à l'heure en termes d'intérêt d'une approche fonctionnelle, en particulier quand il y a des comportements problèmes ou des comportements particuliers. Et puis, vous avez fait référence à l'empathie en allant au-delà de la notion théorie de l'esprit, qui est une notion qui est sous-tendue par ce concept de l'empathie, et en parlant de l'empathie narrative. Et moi, ça m'a fait penser à la conscience de soi que met en avant un auteur comme Damasio, et qui est d'ailleurs un concept qui est beaucoup exploré aujourd'hui par les neurologues, les neuroscientifiques, qui est un champ immense et très complexe à aborder, donc des neurosciences, et notamment dans les maladies neurologiques où la conscience de soi peut être vraiment profondément altérée. Donc voilà. Et puis alors le dernier point que j'ai souligné, de last but not the least, c'est la différenciation des espaces, et cela suppose qu'une personne en situation de handicap, parce qu'elle a des troubles autistiques, ne peut pas bénéficier de tous les besoins ne peuvent être satisfaits dans un lieu unique. Et finalement, cette notion-là suppose que des personnes qui ont des troubles autistiques, et tout à l'heure, quelqu'un me disait que ça devenait de plus en plus compliqué, puissent bénéficier d'un lieu de scolarisation différent de son lieu de loisir, différent de son lieu de vie, etc., etc. Et que là, c'est une réflexion qui nous amène à ce changement de paradigme qui existe depuis quelques années, qui est de raisonner non pas en termes d'offres institutionnelles, mais de logique de parcours. Et donc, il faut réfléchir plus aux besoins des personnes qu'aux besoins de structurer les institutions, même si c'est quelque chose de très important.